Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Radio CSERT, votre podcast de l'actu de la cybersécurité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 octobre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Une excellente nouvelle pour nous, équipe de réponse à incidents. La version 2.5.0 de MISP a été officiellement publiée pour plusieurs nouveautés, notamment la prise en charge de PHP 8, marquant la première mise à jour majeure depuis 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on était sur la branche 2.4. Donc les principaux changements sont le support de PHP 8.1, dont MISP 2.5.0 repose sur une version modifiée de Cake PHP permettant la compatibilité avec PHP 8.1 et pas mal d'améliorations diverses. Supervisor devient le moteur de travail par défaut remplaçant Cake Resque. Cette nouvelle implémentation est plus fiable et légère bien que la planification de tâches soit désormais supprimée. Qui l'utilisait encore ? Révision des dépendances, certaines anciennes dépendances ont été abandonnées ou modernisées pour être compatibles avec PHP 8. Nouveau script d'installation. Donc ce nouveau script d'installation, il est vraiment hyper simple pour installer une instance MISP. Faut pas oublier que derrière, il faut configurer quand même. L'avantage, c'est qu'il est vraiment optimisé pour travailler avec les distributions Ubuntu 24.04, qui reste vraiment la cible principale. Il y a une compatibilité avec Docker. Donc on peut faire une mise à jour ou une installation via Docker. Et il y a le support continu qui va compter pour les branches de MISP 2.4. Elle sera maintenue pendant encore 6 mois avec des corrections et améliorations. Donc, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, ça veut dire qu'il vous reste 6 mois pour migrer vos MISP antiques. Je vous raconterai, je vous dirai si ça marche ou pas. J'en ai quand même quelques-uns à migrer et je sais pas encore. Donc les branches de développement ont été complètement réorganisées avec la version 2.5 comme nouvelle branche par défaut, des développements futurs planifiés pour MISP 3.x qui est annoncé déjà depuis une décennie. L'équipe recommande vivement la mise à jour vers la version 2.5 pour bénéficier de ces améliorations d'un environnement compatible avec les dernières versions de PHP, surtout avec toutes les mises à jour de sécurité. Si vous avez un MISP, si vous infogérez un MISP, messieurs, mise à jour, faites un test sur un environnement. Moi, je l'ai fait sur un MISP perso et ça passe comme une lettre à la poste. C'est une excellente nouvelle. Bravo aux équipes du Circle. Un service de phishing as a services, le FAS, appelé Mamba 2FA, a récemment été observé ciblant les comptes Microsoft 365. Via des applications de type Adversary in the Middle, AITM, on en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière. C'est un service qui est vendu à un prix très compétitif de $250 par mois. Ça veut dire qu'il y a un cybercriminel qui décide de se lancer dans le phishing, il sort $250 et on lui fournit la plateforme clé en main. Donc le service Mamba 2FA, pour rappel, fournit des pages de connexion sophistiquées qui imitent celles de Microsoft 365, notamment sur des services comme OneDrive, SharePoint Online ou encore des notifications de faux messages vocaux redirigeant vers des pages de connexion Microsoft. Ces attaques se font via des relais proxy, ça n'a pas changé, et on passe par des faux cookies d'authentification. Ils utilisent la bibliothèque socket.io pour la communication entre la page de phishing et les serveurs proxy. Les attaquants peuvent établir des sessions avec les données volées. Une fonctionnalité avancée de Mamba 2FA est sa capacité à adapter dynamiquement l'apparence des pages de phishing pour correspondre à l'image de marque de l'organisation ciblée. Ça veut dire que vous changez vos images sur vos sites institutionnels, par exemple toutes les heures, et automatiquement, personne va aller changer le kit de phishing, il va se faire tout seul, il va aller checker votre site institutionnel, il va vérifier que c'est toujours la même image, si c'est pas la même, il va télécharger la nouvelle. C'est une tuerie, mais ça fait quelques années que ça existe sur des sites de phishing, c'est pas très nouveau, quoi. Évolution et détection du service, Mamba 2FA a été initialement documenté par des analystes de AnyRun en juin 2024, bien que des traces de son activité remontent à novembre 2023. Voilà, on est sur vraiment du classique, ça tourne, ça rapporte de l'argent. Il faut bien voir que quand des services durent aussi longtemps qu'on commence à industrialiser le process, c'est une rente pour les cybercriminels qui gèrent ce type d'infrastructure. Eux, c'est juste, ils prennent $250, mais sans rien faire. Il n'y a pas de boulot derrière. Il y a juste une infra. Quand les hébergeurs sont dans la boucle. Utilisation de serveurs proxy fournis par hyperroyal pour masquer les adresses IP. Rotation fréquente des domaines de phishing. Insertion du contenu bénin. On est dans du classicisme. Mais bon, soyez prudents. Je vous ai mis en lien l'article. C'est assez intéressant, ça montre vraiment encore une fois de plus l'évolution rapide des outils de phishing. On n'est plus dans le phishing de papa où on mettait quand j'entends encore des soi-disant experts en cybersécurité qui nous disent si le mail a une faute d'orthographe, il n'est pas légitime. Ouais, bon, c'est passé tout ça. Aujourd'hui, quand on arrive à voir les niveaux de sophistication des sites de phishing, on se rend compte que même des acteurs qui sont absolument pas expérimentés dans le domaine de l'informatique peuvent lancer des attaques où vous avez vraiment beaucoup de mal à vous rendre compte que vous êtes sur un faux site parce qu'il va jouer quand même à la fin l'enrôlement sur le site légitime.
Donc sensibilisation, Mamba de FA, c'est un petit nouveau, mais juste au niveau du nom. Pour le mode opératoire, y a rien de vraiment de nouveau sous le soleil. En 2024, la NSA, National Security Agency, a atteint un nouveau jalon en établissant un partenariat avec l'Université du Texas Permian Basin, ce qu'on appelle l'UTBP, la première institution hispanique à rejoindre le programme ARIES. C'est Advancing Research Innovation Solutions Through Engagement via un accord de recherche coopérative, le CRADA. Ce partenariat permet aux étudiants et professeurs de l'UTBP de collaborer directement avec les chercheurs de la NSA sur des problématiques non classifiées. C'est surtout, il s'ouvre sur le côté hispanique, qui est quand même une des langues les plus parlées au monde après l'anglais et le chinois. Ce partenariat vise à accroître la diversité au sein des programmes de recherche de la NSA, comme l'a souligné Karen Presley, directrice adjointe de l'Office of Research and Technology Application. Bon, c'est une filiale de la NSA. Selon elle, la diversité apporte des talents et des compétences variées et ça apporte donc des talents, des compétences variées, essentielles pour innover dans la résolution des problèmes de sécurité nationale. On va faire de la sécurité nationale, mais c'est pas classifié. Ils sont extraordinaires dans leur communiqué. Quand j'ai lu le communiqué de la NSA, c'est vrai que vous souriez, quoi. Vous dites, bon, ok, ils ont besoin d'avoir du rance sur du Spanish. L'accord initialement envisagé en 2017 a pris forme en 2024. Comme quoi, on se plaint parfois de l'administration française, mais l'administration américaine a aussi ses délais. Et grâce à la persévérance de Brian Schill, désormais directeur exécutif du Bureau d'innovation et de la commercialisation de l'UTPB, ce partenariat permettra à l'UTPB de s'impliquer dans des domaines tels que la cybersécurité et la sécurité nationale, tout en donnant aux étudiants la possibilité de travailler sur des technologies de pointe. Ce partenariat renforce l'engagement de la NSA à promouvoir l'innovation et à développer une main-d'œuvre experte et diversifiée, toujours d'après la NSA. Ça permet surtout de monter en compétences et de diffuser de l'information non classifiée et d'apprendre comment fonctionne la cybercriminalité hispanique, sachant qu'ils ont des vagues d'immigration en passant par le Mexique et ils ont besoin d'avoir du rance numérique pour remonter toutes les filières. C'est intéressant à lire. Nous apprenons par l'avis du CERT-FR 2024-AVI 0844 qu'il signale de multiples vulnérabilités dans plusieurs produits SAP. Publié le 8 octobre 2024, ces vulnérabilités peuvent entraîner des atteintes à la confidentialité des données, des injections de code à distance, du XSS, ainsi que des contournements de politiques de sécurité. Les produits concernés chez SAP sont Business Object, Commerce Back Office, Enterprise Project Connection, ANA Client, NetWeaver AS4Java, NetWeaver BW, NetWeaver Enterprise Portal, S4 ANA, SAP NetWeaver Application Server, Student Lifecycle Management. Ne paniquons pas, tout va bien se passer. Ces vulnérabilités sont référencées par plusieurs CVE. Donc pour remédier à ces failles, c'est relativement simple. SAP a fourni tous les correctifs. Et il faut savoir que dans les CVE, il y en a une qui m'a fait un peu... qui m'a surpris, c'était la CVE 2022-23-302. Donc ils ont mis presque 2 ans pour la corriger. Mais c'est fait. Donc si vous utilisez SAP dans vos infrastructures et dans vos environnements, il faut patcher. Le constructeur Qualcomm a récemment corrigé une vulnérabilité 0-day exploitée dans des attaques ciblées et limitées ainsi que 20 autres failles dans ses produits. L'une de ces vulnérabilités, identifiée sous le code CVE 2024-43047 avec un score CVSS de 7.8, affecte le service de processeur de signal numérique, ce qu'on appelle un DSP, et touche plusieurs chipsets. Cette faille provient d'une vulnérabilité User After Free qui pourrait entraîner une corruption de la mémoire. La vulnérabilité découverte par des chercheurs de Google Project Zero et d'Amnesty International est activement exploitée de manière ciblée selon le groupe d'analystes des menaces de Google. Bien que les détails des attaques ne soient pas encore publiés, il est conseillé de mettre à jour les appareils Android affectés dès que possible. Bon, alors concrètement, ça cible des gens qui vont être soit des chercheurs, soit des journalistes, soit des personnes sensibles qui utilisent des matériels Android. Les chipsets touchés comprennent une large gamme de produits Qualcomm, notamment des plateformes mobiles type Snapdragon, des modems 5G, des processeurs vidéo Qualcomm, qui a également corrigé au passage une autre faille, la CVE 2024-33066, avec un score CVSS de 9.8, lié à une mauvaise validation des entrées dans le gestionnaire de ressources WLAN. Les fabricants d'appareils ont reçu les correctifs pour ces vulnérabilités, mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas. C'est pas parce qu'un constructeur de téléphone ou de modem ou d'application Android reçoit le correctif qu'il est obligé de l'appliquer. Il l'a reçu. Donc il est vraiment fortement recommandé en tant qu'utilisateur d'appareils Android de vérifier que vous avez bien reçu des mises à jour de la part de votre fabricant, de votre mobile favori. Et ben voilà, ce podcast du mercredi 9 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il est quelques heures avant l'aube et il faut pas que je rate l'avion. Parce que mine de rien, je peux quand même prendre l'avion ce matin.
Donc, ce podcast de Radio Start est fini. Touche à sa fin. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions, vous nous laissez un message au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. Demain, l'épisode sera en direct de Monaco. Je n'ai pas encore reçu la réponse des assises. J'ai juste eu une réponse comme quoi, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème et que j'attendais la confirmation du service com des assises. Donc, dans le pire des cas, je vous ferai un épisode en direct. Ouais, je vais oser. Je pense que je ferai un épisode en direct du McDo à Monaco. Ça sonne bien, McDo, Monaco. Ça peut être sympa. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Faut vraiment que j'arrête d'enregistrer en pleine nuit, moi. Au revoir.